Je dois dire que j'ai été ému par ce récital et par votre pluralité de voix qui s'est emparée de ton œuvre. Je dirais que cette pluralité est un peu à l'image de ta création, tout de même, puisque tu as beaucoup écrit, tu as exploré de nombreuses formes, tu es allé dans beaucoup de directions, et puis tu as aimé le monde, tu l'aimes encore bien sûr, tu l'as parcouru. Ce qui m'a vraiment surpris dans ce récital, c'est que quand Lionel m'a montré les textes qu'il voulait chanter, ces textes datent de la fin des années 80. Et j'ai lu donc 2 textes qui dataient de la même époque, et puis quelques textes assez récents, enfin dans un livre qui est paru il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ou 3 ans. Et ça m'a absolument stupéfié. Je me suis dit, mais t'as fait du surplace, c'est pas possible. On a l'impression que les thèmes se croisent et se recroisent avec une certaine légèreté et facilité. Ça m'a beaucoup étonné, d'autant que les textes qu'ils ont chantés ont déjà été mis, comme je l'ai dit tout à l'heure, en musique par d'autres, et ils les ont complètement recréés, y compris ce qu'ils ont fait à la fin avec Astana, où ils le donnent dans 2 versions successives, relativement différentes, étant donné la fougue de Lionel. Et puis le texte, mais ça m'avait déjà surpris à Marseille, la façon dont il s'est emparé de Cortège, le texte qu'il a dit avant à voix blanche. J'avais jamais entendu ce texte comme ça, enfin avant de l'entendre dire par lui, je m'étais jamais rendu compte qu'il en fait une sorte de fresque, là où moi je faisais plutôt une ligne de fuite. Enfin c'est très très étonnant la façon dont il l'a pris en compte, et je dois dire que maintenant ce texte-là je le lis vraiment très différemment, et je l'entends surtout très différemment. Je sais très bien ce que je voulais faire à l'époque, c'était l'époque où j'habitais en Afghanistan, enfin ça fait référence à une époque où j'ai habité en Afghanistan, et j'essayais de rendre compte de cette espèce de plaisir étonnant, de jubilation physique que j'avais à vivre dans les déserts afghans et à rencontrer des choses tellement étranges, un monde qui sans cesse m'amenait à ouvrir mon regard et à essayer de comprendre des choses qui m'étaient en grande partie incompréhensibles. Et là, quand il le donne, on a l'impression d'une sorte de succession de portraits, comme si, effectivement, j'avais, dans les déserts, ouvert plusieurs portes à la fois. Et c'est lui qui fait entrer les gens. C'est très étonnant, la manière dont il révèle ce texte. C'est un désert très peuplé, finalement. Ah, mais comme tous les déserts, ça c'est une chose que l'Afghanistan m'avait absolument apprise, c'est que quand on était en jeep et je sais pas, on avait fait 18 heures de route pour arriver sur un village et on avait croisé strictement personne. Et quand on arrivait dans un village au fin fond du désert, tout le monde savait qu'on allait arriver. Ils avaient même parfois préparé, on entendait déjà les coqs qu'on était en train d'égorger pour nous préparer le méchoui du soir. Et j'ai toujours été étonné de la vitesse avec laquelle les nouvelles couraient dans le désert. C'est pas du tout une légende, c'est quelque chose de très... Et les déserts sont très peuplés, contrairement à ce qu'on peut croire. Il y a toujours quelqu'un au coin d'une roche qui est en train de regarder et qui... Des déserts vides, ça n'existe pas. Le vide, il est en nous. Alors, c'est ce que tu dis sur l'Asie, enfin sur le Tibet, sur l'Afghanistan, dans ton œuvre, me fait penser à cette nostalgie que Yves Bonnefoy nourrit pour l'arrière-pays. Alors, chez toi, ce n'est pas une nostalgie aussi profonde et mélancolique que celle de Bonnefoy. Parce que partout, dis-tu, le lieu, tu cherches le lieu, n'est-ce pas, comme... Et la formule. Et la formule, comme Rimbaud. Et partout, ce peut être le lieu. Ce qui n'était pas le cas pour Yves Bonnefoy dans l'arrière-pays, puisqu'il affiche sans cesse une sorte de manque, une nostalgie d'un essentiel qui fuit. Mais toi, tu as l'air de capter toutes les énergies qui se présentent à toi, autour de toi, et d'en haut et d'en bas. Je crois que j'ai hérité de gènes. Mon père est mort à 100 ans en pleine forme, donc j'ai une petite chance. Là, vous me voyez, je rentre du Népal. Il y a quelques jours, je suis rentré du Népal et je montais un petit peu haut. Et je suis encore un peu, pas du tout dans le décalage horaire qui ne me fait pas du tout de soucis, mais dans une sorte
sauts de civilisation et de sauts aussi de silence et de fureur et de bruit. C'est-à-dire que quand on est au-dessus de 4000 mètres, il y a au moins une chose de sûre, c'est qu'on peut vraiment se mettre à l'écart. Et là, j'en arrive, donc j'ai encore... les textes que j'ai lus ce soir, je ne les aurais pas du tout lus comme ça il y a un mois ou deux, parce qu'il y a une épaisseur de silence que j'ai ramenée avec moi, et une distance aussi. Et j'en ai absolument besoin. Je crois vraiment, oui, et Dieu sait que j'ai vécu des drames épouvantables dans ma vie, des tragédies, mais je n'ai jamais... la nostalgie, la mélancolie, il doit y avoir un fond en moi, qui là toucherait plutôt à ma mère, mais je ne sais pas pourquoi j'arrive à transmuer ça. Là, je rentre d'un périple du côté du Manaslu, et à chaque fois que je pars dans l'Himalaya, il y a toujours une question, c'est qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que je vais découvrir, qu'est-ce qui va me régénérer, et qu'est-ce qui va me changer? Eh bien, même après tant et tant de voyages, j'arrive toujours à trouver le lieu où l'espace va se déplier pour moi et va m'offrir quelque chose. J'emploie à dessein ce mot de dépliement. Il y a ce vers de Claudel incroyable dans une des 5 grandes odes. Voici le dépliement de l'aile poétique. Voici le dépliement de l'aile poétique. Mais moi, ma référence, elle n'est pas claudélienne en premier chef, elle est avec René Daumal et le mot analogue. Puisque ce mot analogue, Daumal, qui était fantasmatiquement la montagne la plus haute de la Terre, mais invisible car elle était réfugiée dans un pli de l'espace. Et là, ce voyage que je viens de faire, j'ai le sentiment à un moment donné que l'espace s'est déplié. Ça faisait 40 ans que j'attendais qu'il se déplie. Alors, tu es effectivement... tu as été influencé par des gens comme Daumal, par les frères, oui, avec PH, n'est-ce pas, du grand jeu. Tu as exploré avec Serge Sautreau, qui fut, je dirais, peut-être ton initiateur, peut-être pas celui qui t'a révélé la poésie, mais celui qui t'a entraîné sur le chemin de la création. Oh, la rencontre avec Serge est tout à fait fondamentale. J'avais 18 ans, il en avait 19 et des poussières, et on s'est rencontrés tout à fait par hasard à Paris, à la Sorbonne. Et dans les 10 minutes de notre rencontre, on savait déjà que ça allait nous changer la vie à l'un et à l'autre. Et Serge, initiateur, je ne sais pas, mais à deux, ça nous a donné une prise de liberté extraordinaire. C'était quand même l'époque où, dans la poésie française, ce qui tenait le haut du pavé et ce qui régnait, c'était cette espèce de structuralisme aux semelles de plomb, ce formalisme absolument déshumanisé et asséchant. Et seul, je ne sais pas si on aurait pu y résister à ce point. Écrire Aïcha, par exemple, c'était une injure à tout ce qui était en train de se passer. Et le livre qu'on a écrit en 5 semaines, dans un état d'insomnie avancé, et qui a, je le dis très modestement, parce qu'on n'est jamais responsable de ce genre de surgissement, qui a d'une certaine manière marqué l'époque et remis au premier plan le chant lyrique et, je dirais, le destin d'Orphée. Et il fallait être deux pour le faire, je crois. Et ce que Serge avait d'unique, d'abord, il avait une parole éblouissante, une sorte de danse des mots, de la pensée permanente, une séduction du langage poussée, mais pas à l'excès, parce que tout ça était avec beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie, beaucoup de musicalité. Je me souviens que cette époque-là, c'était notre grande époque, John Coltrane, Charlie Parker, etc. On écoutait du jazz toute la journée, et on vivait comme ça. On vivait dans une sorte d'improvisation permanente, et Serge avait surtout une chose qui m'a marqué d'emblée, et que j'ai peut-être un petit peu cultivé grâce à lui après, une voix extraordinaire pour lire la poésie. Et plus que, il ne m'a pas tellement fait découvrir de poètes, il me les a révélés en me les lisant.
Et des nuits entières, on se lisait de la poésie. Beaucoup lui, parce que j'adorais l'écouter. Et puis petit à petit, je m'y suis mis. Et ça m'a beaucoup aidé après. C'est-à-dire le fait que si j'ai fait 30 ans de radio, si tout ça m'a tellement passionné, c'était en grande partie pour les 50 nuits qu'on avait passées à ne pas dormir et à se lire l'un l'autre de la poésie, et surtout Serge. Et Serge, je l'ai dit dans l'entretien qu'on avait fait ensemble pour la revue, pour moi c'est un des grands scandales, c'est un poète gigantesque. Je peux en parler, c'est de ma génération. Je considère que c'est le plus grand poète de ma génération. Mais, contrairement à moi, il avait un tempérament moins actif et moins turbulent. Il cultivait surtout la mise à l'écart et le silence et la méditation et la pêche à la ligne. C'était un très grand pêcheur à la mouche. Et ça l'intéressait 10 000 fois plus que de faire publier un de ses livres. Et donc, il n'a pas été si présent que ça. J'ai essayé par tous les moyens, lui encore vivant, puis après sa mort, je ne peux pas dire qu'on va fêter, mais enfin, ça va faire 10 ans au mois de mars. Il n'y a pas une seule interview que je donne où je n'essaye pas de... Mais même dans... Je crois... Presque tous mes livres depuis sa mort, je mets un texte, enfin une phrase de lui en exergue. Je ne vois pas pourquoi celui-là y aurait échappé. Si, apparemment, je ne l'ai pas mis dans celui-là. Ah si, ça m'étonnait aussi. Nous étions en voyage et ça sentait le feu. C'est magnifique. Alors, justement, tu as été dans beaucoup de groupes aussi, parce que l'amitié est pour toi quelque chose qui se répand, qui diffuse, je dirais. Et tu as beaucoup d'amis, et à un certain moment, tu organises un concert, et tu en fais un livre avec Ernest Pignon-Ernest pour les dessins originaux. Ce sont les textes d'un oratorio rock. Oui, c'était ma... Voilà, tu me ramènes à des... Ça, c'est aussi une rencontre. Donc, je commençais déjà à faire des émissions sur France Culture sur la poésie, et il y avait beaucoup de comédiens avec qui je faisais ces émissions, que je convoquais, qui sont pour certains d'entre eux devenus des amis extrêmement proches, comme Bernard-Pierre Donadieu, comme... beaucoup, je pourrais en citer Laurent Terzieff, Dussolier, etc. Des gens qui venaient dans mes émissions pratiquement une fois par mois ou une fois par trimestre, enfin je les voyais souvent. Et il y avait un de ces comédiens qui est devenu mon comédien fétiche à partir d'un certain moment, qui est Jean-Luc de Baptiste. Et Jean-Luc, non seulement est un grand comédien, mais c'était aussi à l'époque un chanteur avec des amis à lui qui faisaient de la musique et un chanteur de rock'n'roll. Et presque par capillarité, on a créé un groupe ensemble et j'ai écrit un oratorio rock. Alors il y a eu beaucoup d'explications un peu fausses par rapport à ça. Ce qui m'a amené à ça, j'aime beaucoup de musiques différentes et certains aspects du rock'n'roll, la violence qu'il y a dedans m'intéressait. Mais j'ai écrit ce livre, pas pour la violence du rock'n'roll, mais pour la partie qui était celle qui était tenue par ce comédien génial qui était un berbère qui s'appelait Routy Faraoun et qui symbolisait dans l'oratorio la voix nomade qui résistait à tout le bruit, toute la fureur et toute la violence que véhiculait justement le monde du rock'n'roll. Et c'est pour écrire la partition de Routy que j'ai composé cet oratorio, qui effectivement, quand on a fait un disque, etc., on a tourné cet oratorio dans toute la France. D'ailleurs, j'ai adoré les tournées, le soir, tout ça, puis avec De Baptiste, c'était absolument formidable. Mais ça c'est resté pour moi une chose unique. Et il n'était pas du tout question, j'ai fait d'autres oratorios qui ont été aussi enregistrés, mais sur des thèmes très différents. Mais là, celui-là, j'utilisais le rock'n'roll comme révélateur et surtout
pour mettre en valeur ce que je voulais dire de la voix nomade. Alors il y a un fait historique, c'est que j'ai écrit ça à un moment où il y avait eu une épouvantable répression contre les nomades, aussi bien dans le sud algérien que dans le désert du Taklamakan par les Chinois. Et donc c'était pour moi aussi une sorte d'acte de résistance que de rendre la parole à ceux dont on venait, qui venaient d'en être privés. Je puis me permettre de lire une strophe qui me paraît d'une étrange actualité. Je vois bien ce que tu veux dire. Ici et partout, la mise aux normes appelle les armes blanches, les armes bleues. Une houle d'hommes démunis, déferlant sur les salons, les entrepôts, les vitrines. Une submersion d'êtres congédiés, affamés, débauchés, qui ne se présentent plus, la casquette à la main. Oui, c'est un texte qui a été écrit en 90, enfin créé en 90 ou 91, et c'était ce que je ressentais déjà à l'époque. C'est-à-dire, tu sais, à force de fréquenter un peu tous les lieux du monde, on finit par avoir la peau sensible, et donc j'avais pressenti ça. C'est un texte engagé. Ah, tout à fait, mais je me suis jamais caché de ça. Tu sais, le Aïcha, il y a un passage très long dans Aïcha, tout le début, le texte qui s'appelle Le sang sèche vite, c'est sur la guerre d'Algérie, c'est sur la décolonisation. Je veux dire, on s'est jamais caché de ça. Simplement, comme Ernest Pigneux-Ernest, puisque tu l'as cité, à chaque fois qu'on lui dit vous êtes un peintre, enfin un dessinateur politique, il dit non. Il dit j'ai des opinions, mais je suis d'abord un artiste. Et moi, c'est la même chose. À aucun moment, je ne vais entrer dans une sorte de guerre de slogans, ou tu vois, il faut que artistiquement ça tienne, mais ce que je dis et ce que je suis, je ne l'ai jamais caché. Alors, cette variété de voix que l'on sent et qui a été mise en évidence par ce petit concert, n'est-ce pas, t'entraîne quand même dans l'exploration de domaines très divers et de zones. Enfin, alors, il y a quand même ces textes que tu as écrits au souvenir de Chantal Auduit. Tu peux en parler un peu, Chantal? En parler, oui, parce que Bien sûr. Parler de Chantal, c'est une nécessité. Je n'ai jamais refusé de... Ça va faire 22 ans, en mai prochain, qu'elle est morte dans une avalanche sur le Dolaguéry. À cette époque-là, c'était la plus grande alpiniste du monde, puisqu'elle avait gravi 6 sommets de 8000 mètres. Elle est morte dans le 7e. Que dire sinon que... Elle a dit un poème sur l'Himalaya. Avant que nous vous connaissions. Avant qu'on se connaisse, oui. Ben, je rentre d'un périple au pied du Manaslu, donc ce sommet de l'Himalaya qui fait 8163 mètres. Et c'est en haut du Manaslu, je crois le 24 juin ou le 24 mai 96, qu'une alpiniste dont j'ignorais tout a dit un de mes textes par cœur. Et à 8000 mètres, je peux te dire que c'est très difficile. Et on sent sa voix très altérée et très essoufflée. Mais le texte s'appelle Indomptable. Ça lui allait évidemment comme un gant. Et c'est à la suite de ça que nous nous sommes rencontrés. C'est-à-dire, comme le dit parfois René Char dans de la soupçonnée, tu sais, éloge d'une soupçonnée, la poésie peut changer la vie pourvu qu'elle soit vécue. Et il se trouve que cette chose objective qui était qu'elle avait ascensionné ce Manaslu pour aller dire ce texte a créé une sorte d'effet d'effraction chez moi quand je l'ai appris et quand on s'est vu. Et donc on a vécu après 2 ans, parce que même pas 2 ans, jusqu'à cette sinistre avalanche sur le Dolaguéry. Et ce que je veux dire, quand on a vécu ça, il n'y a pas 36 solutions. Ou on se supprime soi-même, ou on essaye de transmuer ça en autre chose,
Et c'est dans les mots que j'ai trouvé la clé. Parce que je me disais tout le temps, mais qu'est-ce que c'est que survivre à ça? Et j'ai compris que j'entendais mal le mot survie. Je devais entendre sur-vie. Comment, après ça, être encore capable de vivre au-dessus de la vie. Et c'est parce que je crois, à un certain moment, avoir trouvé cette énergie-là, mais en même temps, je n'ai même pas eu à la chercher parce que pour survivre dans les quelques jours qui ont suivi l'annonce de sa mort, au fond, c'est l'écriture qui m'a en partie sauvé, puisque le premier livre qui s'appelle Le 7e sommet a été écrit dans les 8 jours qui ont suivi, et très franchement, je n'avais aucune idée que ça finirait par faire un livre. C'était vraiment des... Bon, c'est juste une confidence, mais quand j'ai appris sa mort, par un coup de téléphone, j'étais tellement désemparé que je me suis dit, je sais qu'il y a quelqu'un qui est aussi désemparé que moi, c'était sa sœur, qui depuis des années vivait dans l'angoisse de ce qui venait de se passer. Et je me suis dit, je vais lui écrire. On se connaissait à peine, je l'avais vu une fois au téléphone, je crois. Et je me suis mis j'ai pris un bout de papier, j'ai commencé à écrire, et en fait, c'est le premier poème du livre qui est venu. C'est pas une lettre, je l'ai envoyé, mais c'était pas une lettre, c'était le premier poème. Et après, j'ai pratiquement pas dormi, et en 8 jours, j'ai écrit les 80 ou 96 pages de ce qui a fini par faire un livre. Les 2 autres livres après, L'amour extrême et Une autre altitude, je ne suis pas innocent. Le premier livre a été écrit, même s'il n'avait pas encore été publié, j'avais déjà vu. C'est là où on est imprégné d'une manière étrange. Parce que quand je regarde Le 7e sommet, c'est un livre hyper composé. Donc comme si vraiment à mon corps défendant, les livres, tu verras, il y a des proses, elles marchent par 4, etc. Comme si j'y avais pensé. Franchement, c'était de l'écriture. C'est du ressenti. Ah, mais c'était incroyable. Et quand je le vois, je me dis, mais c'est... Et pour les autres, c'est pas le cas. Pour les autres, je sais très bien que je suis en train d'écrire la suite et que j'en ai besoin, parce que c'était la seule façon de respirer un peu plus. Et en même temps, ce livre maintenant où les 3 ont été rassemblés en un seul titre, en poche, L'amour extrême, c'est un livre, ce qui me fait le plus plaisir, c'est qu'il ne m'appartient plus du tout. C'est-à-dire que, évidemment, dans le milieu de l'alpinisme, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont demandé l'autorisation de prendre un verre pour le mettre, il y a tellement d'accidents, etc. Et j'ai décidé dès le début que je ne jugerai rien, je dirai oui toujours. Et en plus, tous ces livres-là, il y a eu François-René Duchappe, le pianiste, a fait un disque avec ses textes, enfin, etc., etc. Il y a eu, aujourd'hui, il y a pas mal d'éditions étrangères qui ont été faites. Tout l'argent va au Népal, dans une école pour les enfants des rues, depuis cette époque-là. Donc, je ne voulais pas qu'il y ait quoi que ce soit qui, vis-à-vis de ce qui s'est passé entre nous, cette sorte de diamant totalement pur et transparent, je ne voulais pas qu'il y ait quoi que ce soit de l'ordre vulgaire de la vie quotidienne qui puisse venir obscurcir ça. Et à la fois, je suis désespéré d'avoir écrit, d'avoir été obligé d'écrire ça. C'est le livre que je déteste le plus et que j'aime le plus. Oui, d'ailleurs, je souhaiterais que tu lises, ou que je lise d'ailleurs, le dernier poème que tu as donné à la revue Phoenix, et qui s'appelle Or. Vas-y. Si tu es partout où je décide d'être. Le séjour des dieux est à moi, on le sait, désert, ardemment silencieux, hors de portée comme il se doit. J'ai choisi l'ici-haut plutôt que l'ici-bas. Alors c'est une éthique de la poésie, en même temps qu'une esthétique. Mais l'esthétique et l'éthique sont également dans cette formule que tu m'as donnée pour titrer notre entretien. La poésie est un art martial. Explique-toi un peu sur ce
D'abord parce que j'aime beaucoup les arts martiaux, j'en ai pratiqué plusieurs, et je pense que c'est l'état intérieur dans lequel on est quand on pratique un art martial. J'en ai pratiqué deux, j'ai pratiqué le tir à l'arc et j'ai pratiqué le karaté. J'étais plus doué en tir à l'arc qu'en karaté, il faut bien le dire. Mais l'un comme l'autre m'ont montré à quel point le corps avait besoin d'une sorte de maîtrise et essentiellement centré sur le souffle. En tout cas pour le tir à l'arc, c'est absolument évident. Il y a un exercice que les maîtres du tir à l'arc font avec les débutants. À 25 mètres, il y a une botte de paille avec une cible et il demande de tirer en fermant les yeux. Et petit à petit, il montre comment la position du corps, l'espèce de croix et la maîtrise du souffle suffit avant la visée pour au minimum aller dans la cible. Au centre peut-être pas, mais au minimum dans la cible. Et c'est quelque chose de très très étonnant pour des Occidentaux, parce que les Occidentaux, quand on leur met un arc dans les mains, ils commencent à cligner des yeux et ils veulent viser tout de suite, et aller tout de suite au but. Et alors que c'est d'abord par la maîtrise intérieure, le souffle, cette chose extraordinaire que l'on apprend, qui est la tension détendue des muscles, c'est d'abord si on est juste avec ça que l'essentiel est fait. Et la visée, c'est la toute petite chose qui va faire aller au centre de la cible. Et enfin, je ne dis pas qu'on a tous lu, mais en tout cas, je vous conseille vivement de lire le livre d'Erigel sur l'art du tir à l'arc dans le Zen, qui est un livre absolument génial. Et quand on le met en pratique, on se rend compte que l'essentiel est fait si on respecte le protocole, je dirais. Et je pense que l'appliquer à l'écriture, eh bien, c'est rigoureusement la même chose pour moi. C'est-à-dire que j'ai une sorte de rythme intérieur où c'est un autre souffle, c'est une autre tension détendue, mais c'est à peu près du même ordre. C'est-à-dire que, d'abord, j'écris à l'oreille. C'est toujours... Il n'y a rien de plus sûr d'écouter les écrivains qui expliquent comment ils écrivent, mais j'ai la chance d'écrire assez facilement, mais s'il y a une chose qui me heurte, qui heurte mon souffle, qui heurte ma respiration profonde et mon oreille, je ne passe pas au vers suivant. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a une scie égoïne qui me scie les nerfs si je ne suis pas en accord avec chacune des syllabes et chacun des mots. J'ai pour ça une sorte de métaphore. Le violon, par exemple, le violon a une âme. Il y a un petit bout de bois au centre du violon qui écarte le fond du dessus, enfin les deux épaisseurs du violon, et cette âme est posée par le luthier avec une pointe, un outil qui s'appelle la pointe aux âmes. Et à l'oreille, il va chercher le lieu où il doit la poser pour que l'harmonie, celle qu'il veut en tout cas, soit la plus adaptée. Et bien moi je dis souvent que j'ai besoin moi aussi avec ma pointe aux âmes d'aller mettre la mienne au bon endroit pour arriver à écrire ce que j'ai envie d'écrire et transcrire ce que j'ai envie de transcrire. C'est une belle définition. Et là-dessus, je pense que nous pouvons peut-être donner la parole au public s'il y a des questions qui pourraient être posées parmi vous. Il y a des poètes parmi vous, hein, bien sûr. Et donc, si vous avez des questions à poser à André, faites-le maintenant. Ah oui. Ça peut être très simple, hein. Ou bien on le fait debout en buvant un coup, c'est bien aussi. Mais je répondrai à toutes les questions que vous voulez, puisque je suis venu aussi pour ça. En tout cas, merci d'être là. Et je remercie, je l'ai fait rapidement tout à l'heure, mais Lionel, bien sûr, et toutes ses complices. Parce que c'était une rencontre, enfin pour moi, très étonnante. Très, très étonnante. J'aime bien être étonné. Nous allons essayer de trouver l'âme en nous. Mais chez les sculpteurs aussi. Les
Les statues ont une âme. Oui, mais tu connais l'histoire de l'enfant Dans tous les arts, au fond. sur le blog de Pierre, et le sculpteur sort un éléphant ou quelque chose comme ça, et le môme dit « Mais comment tu savais qu'il y avait un éléphant à l'intérieur ?» Merci.